Pour occuper le haut de l'affiche et faire partie de l'élite, et c'est le but, il faut y passer 20 heures par jour. Au bout du compte, c'est la personne la plus obsédée qui devient la plus performante. On finit par faire des choses insensées. C'est la voix d'un pirate informatique, ou hacker, qui répond au pseudo en ligne de Phobos. Il refuse d'être filmé. Quand on est en première ligne, on se dit « Je vais essayer de pirater l'ordinateur le plus performant possible avant qu'il ne m'arrête. » Alors autant ne pas se faire prendre en piratant celui de la librairie du quartier, ce serait idiot. Autant se faire choper pour le piratage d'une banque. Ça risque d'être plus juteux. À l'aube du commerce électronique au pays des merveilles de l'Internet, les fous ont hérité de la planète. Les hackers exercent un pouvoir énorme. Ils se déplacent mystérieusement le long des réseaux devenus désormais essentiels à nos modes de vie. Insaisissables et méfiants, peu se sont exprimés jusqu'à ce jour. C'est le jeu le plus excitant du monde, meilleur que le sexe. Internet est bâti sur un système élaboré par des ignorants mal informés et arrogants. Les hackers, ce sont une force de la nature. On ne peut pas les prendre sur le fait, les arrêter, les empêcher d'agir. Jamais autant de personnes n'ont eu un tel pouvoir entre les mains. Sont-ils des visionnaires ignorés? Des boucs émissaires? Pour une fois, les hackers parlent eux-mêmes de leur motivation et de leur univers. L'informatisation du monde tel que nous la vivons aujourd'hui a été engendrée par des illuminés de la technologie. Dans leurs rêves, Internet devait être un espace utopique de liberté et d'échange. Ils n'ont jamais envisagé que ce cyberespace devienne le supermarché virtuel qu'il est aujourd'hui. Certains hackers défient le système. Ce sont des black hats, des chapeaux noirs. Des cow-boys du 21e siècle qui enfreignent les lois afin d'errer librement dans le cyberespace. Cet homme a longtemps été considéré comme un des plus dangereux pirates informatiques de Grande-Bretagne. Refusant de nous livrer son adresse, il a préféré nous rencontrer dans une laverie de quartier. How do you do? I am glad you are here early. This is my uncle. He is working at home today. His work is very important to him. À 24 ans, il a déjà été arrêté 2 fois et inculpé pour avoir piraté plus d'une centaine d'ordinateurs centraux, une 50aine d'universités, le gouvernement et le ministère des Armées, British Telecom et la NASA. Son pseudo en ligne est Coldfire. Depuis Manchester, cet adolescent a piraté tous les serveurs du Royaume-Uni. Je piratais 24 heures sur 24. J'aurais même pu paralyser une grande partie des communications du réseau téléphonique international du Royaume-Uni. Si le président américain avait voulu appeler le Premier ministre britannique, il n'y serait pas parvenu. Ça vous file une de ces montées d'adrénaline? On se dit oui, je suis le meilleur. On a dû atteindre 90% des cibles visées. Facilement? Oui. Il nous fallait environ 2-3 heures pour pénétrer le site. C'est comme une gigantesque grille de mots croisés dont les règles n'arrêtent pas de changer. Il ne faut pas abdiquer, c'est un défi.
Une obsession, une drogue. Une fois qu'on a commencé, il en faut toujours plus, toujours mieux. C'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait qu'on dort 5 heures par nuit et qu'on se réveille pour foncer sur l'ordinateur. Phobos est en activité depuis près de 20 ans. C'est un super hacker qui élabore de nouvelles façons de pirater les réseaux commerciaux et ceux du gouvernement. Il n'a jamais été pris. Cette nuque n'est pas celle de Phobos. Un matin, vous décidez de lancer un programme qui compose une multitude de numéros. Ensuite, vous relevez les ordinateurs que vous avez repérés, comme un magasin ou une banque. Là, vous allez passer quelques heures à essayer de vous introduire dans le système. Le plat de résistance de la journée sera constitué d'une vingtaine de sites éducatifs en Grande-Bretagne et aux USA. Vous allez lire les emails que vous avez volés, ceux de la police par exemple, en prenant garde de ne pas vous faire prendre. La soirée sera consacrée à augmenter votre emprise sur le système du site choisi. Ça peut être une banque, un fournisseur d'accès ou autre. 4 heures de sommeil et dès le réveil, c'est reparti. Comme la veille et les jours précédents. À force, on devient bon. On s'introduit plus facilement et donc c'est l'escalade. Ça devient n'importe quoi. Tandis que les Black Hats, que l'on appelle aussi crackers, martèlent les réseaux 24 heures sur 24, les administrateurs réseau chargés de la sécurité ont des horaires de bureau. Internet est une proie facile pour les crackers persévérants. Dans leur univers, les sites web sont sujets à des modifications. Les Spice Girls peuvent devenir chauves et le pape peut y laisser sa culotte. Pour le cracker, votre email personnel est une propriété publique. Cyber Junkie. Il a été arrêté pour piratage et relâché. Internet peut avoir un côté obsessionnel dès l'instant où on ne contrôle plus sa propre vie. On a besoin d'exercer son influence d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de hackers se disent « On m'a gonflé, maintenant c'est à mon tour ». Mettons Cyber Junkie à l'épreuve. Il est face à une simulation de fournisseurs d'accès du type Damon, Clarinet ou British Telecom. Il va essayer de s'introduire et d'accéder à un compte personnel d'email sous le pseudo Anne. Ça va me prendre 2 minutes. J'ai un accès total à la machine. Je me sers de l'identifiant du super administrateur qui me donne un accès total à tout le système. Et j'ai ouvert une boîte aux lettres d'utilisateur au nom de Anne. J'ai aussi récupéré un numéro de carte de crédit. En dépit de la vulnérabilité d'Internet, qui n'a pas été conçue pour les transactions confidentielles, le commerce électronique et les systèmes de banque en ligne ont continué à se développer. En août 2001, la police est intervenue lorsque la banque Internet Egg a déploré la perte de milliers de livres sterling sur des comptes en ligne. Pour Phobos, le piratage d'Egg n'est qu'un début. J'étais stupéfait la première fois que j'ai vu une banque en ligne. Je piratais déjà les ordinateurs depuis une vingtaine d'années. Je n'en croyais pas mes yeux quand mon ami s'est connecté et m'a dit qu'il avait accédé à son compte. Je lui ai demandé s'il pouvait transférer de l'argent à partir de ce système ou s'il fallait une confirmation écrite. Et quand il m'a répondu qu'il suffisait de rentrer le numéro de compte et de transférer l'argent, j'ai trouvé ça incroyablement vulnérable. Phobos est convaincu que certains hackers ont déjà élaboré le moyen de ponctionner des fonds sur nos comptes bancaires.
Plutôt que de choisir un compte bancaire et de chercher à deviner le code confidentiel à force de patience, il détermine un code. 1, 2, 3, 4, par exemple, et il applique à de nombreux comptes. Comme la banque en ligne est de plus en plus répandue, cette combinaison peut s'appliquer à un grand nombre de banques. Et franchement, ils finissent par faire mouche. Sincèrement, je prédis de sérieux piratages bancaires dans les mois à venir. Le moyen le plus facile de s'introduire dans un réseau informatique est de passer par la grande porte. Devinez le mot de passe, un des jeux préférés des hackers. Dans un bureau, on demande à quelqu'un de choisir un mot de passe. La personne regarde autour d'elle, aperçoit un moniteur, une plante verte. On utilisera son nom ou une sorte de combinaison de son patronyme. Ses initiales, une date de naissance, le nom de sa fille ou de sa mère, bref. C'est une question d'intuition. On sent le type de mot de passe à essayer et la plupart du temps on parvient à s'introduire. Les mots de passe sont simples, sinon les gens ne s'en souviendraient pas. Pour un hacker, la panacée consiste à trouver le mot de passe de l'accès administrateur. C'est une sorte de clé maîtresse qui contrôle tout un réseau informatique. Même ces mots de passe-là sont parfois simples à deviner. Une fois, j'ai trouvé une ligne de dialogue concernant le système d'une grande banque de High Street. Sur Unisystem, il y a un compte appelé Racine qui contrôle tout. Et le mot de passe de ce système, Racine, était justement contrôle. Identifiant Racine, mot de passe contrôle, c'est tout. Vous êtes aux commandes, c'est aussi simple. Pendant ce temps, CyberJunkie a encore du travail devant lui. Au cours de sa seconde attaque, il doit s'introduire dans un serveur web factice et modifier un des sites. C'est le genre d'attaque que le pape et les Spice Girls ont subi. Une fois dans le serveur, les hackers se recherchent les pages web les plus importantes pour les modifier et afficher leur propre message. C'est ce que nous allons faire. Voilà, j'ai fait une petite modification. J'ai introduit le mot « pirater » sur le site web. Si une machine est vulnérable, il faut aussi peu de temps pour s'introduire et en prendre le contrôle. L'appétit de notoriété des pirates les pousse à envoyer une copie de leur site modifié en guise de trophée à attrition.org, sorte de panthéon qui contrôle les attaques des hackers à travers le monde. Maintenant qu'il a accédé au système, CyberJunkie utilise un des outils favoris des hackers, un troyen. C'est un programme masqué qui rend sa présence invisible au système, lui permettant d'aller et venir à sa guise. Méfiez-vous des inconnus qui vous offrent des cadeaux. Le Troyen, ça vient du cheval de Troie dans l'Iliade. Le principe est le même. On dissimule son code à l'intérieur d'un autre sans qu'il s'en aperçoive. Ensuite, on s'introduit tranquillement dans le réseau et on commence l'observation dès qu'il y a un ou deux hôtes. On examine l'activité, ce que font les gens, l'heure à laquelle ils se déconnectent et quand on peut commencer à étendre son contrôle à l'ensemble du réseau, progressivement, machine par machine, jusqu'à la cible. On exploite une faille, on copie quelques emails, on connecte un utilisateur, on peut même couper la machine. On a plus de contrôle que l'administrateur du système lui-même, parce que ce dernier doit justifier tout ce qu'il fait, mais pas nous puisqu'on n'existe pas. On est des fantômes. Si les fantômes sont une réalité, quel est le meilleur moyen de s'en défaire ? Dans le passé, les gouvernements et les entreprises se sont tournés vers la justice pour faire des exemples parmi les hackers connus. J'étais assis dans ma chambre avec quelques copains, une bière à la main, quand la porte s'est violemment ouverte et que des types ont surgi de partout. Ils m'ont sorti de mon siège, jeté à terre, mis les mains dans le dos. Un flic s'est avancé et s'est mis à me hurler « Bouge et je te casse les deux bras ». Ensuite, on m'a transféré de Manchester à Londres dans un fourgon de police.
La radio était allumée et ils m'ont donné des journaux à lire. Ils passaient le morceau Born Slippy, que j'écoutais souvent pendant que je piratais. Je me suis dit, au moins j'y suis arrivé. Je me suis éclaté et je ne regrette rien. Coldfire a été reconnu coupable de fraude téléphonique, un délit moindre. La fraude informatique est sévèrement punie en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Les peines prévues pour les pirates récidivistes forçant les accès des réseaux informatiques peuvent aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Mais les poursuites judiciaires ont été rares jusqu'à présent. Techniques et très difficiles à prouver, elles ont rarement abouti. Alors à défaut de battre les pirates, autant les avoir de son côté. Robert Steele est un ancien agent de la CIA. De son point de vue, pour le moins non conformiste, les hackers ne sont pas la cause du problème, mais ses symptômes. Les responsables sont d'abord les imbéciles qui ont élaboré un système si vulnérable qu'un gamin est capable de l'enrhumer depuis la console de sa chambre. En termes moins crus, nous pourrions nous débarrasser de la cybercriminalité demain simplement en instaurant une législation minutieuse pour les entreprises. Nous sommes en train de permettre aux Bill Gates de la planète, aux concepteurs d'outils Internet et aux fabricants de matériel informatique de vendre des équipements qui ne sont pas assez fiables. Et les entreprises nous volent ouvertement en vendant des programmes sans protection, en ne protégeant ni leur propriété intellectuelle, ni nos comptes bancaires, et en nous exposant à l'usurpation d'identité. Steele a recruté des hackers pour les services de renseignement du corps d'armée des Marines. Les entreprises lui ont emboîté le pas, éloignant les hackers des tentations répréhensibles à grands coups de dollars afin d'en faire des white hats, c'est-à-dire des pirates qui mettent leur talent de hors-la-loi au service de la légalité. C'est le cas du cabinet de consultants IT, qui les emploie pour tester ces systèmes de sécurité. Aux États-Unis, la culture hackers devient un courant dominant. Aujourd'hui, la majorité des hackers s'enrichit ou disposent de tous les moyens pour s'enrichir. Au lieu de les chasser, nous devrions chercher à les suivre. De nos jours, les ordinateurs sont à la portée de tous. Mais ce n'était pas le cas dans les années 60, lorsque les premiers hackers prenaient un café avant de lancer une session. Ces premiers pirates étaient des étudiants en informatique boutonneux du MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts. Paul Taylor, de l'université de Salford, s'intéresse au cas de ces hackers depuis près d'une dizaine d'années. À l'époque, pour héberger la puissance d'un de nos ordinateurs modernes, il fallait dédier un laboratoire gigantesque, une pièce de la taille de celle-ci. L'accès à l'ordinateur était restreint. Les hackers pirataient donc des unités centrales. Avec la multiplication des réseaux informatiques à travers le monde et avec la révolution des ordinateurs individuels, la communauté des hackers a proliféré en dehors du MIT. Depuis le milieu des années 80, nous avons connu un vaste mouvement social destiné à diaboliser les hackers pour en faire de méchants anticonformistes. Ce phénomène s'est accompagné simultanément d'une prise de conscience de la vulnérabilité de notre système informatique. Pour protéger cette vulnérabilité, personne n'est plus qualifié que ceux qui l'ont révélée dans un premier temps. Tandis que certains hackers coiffent leur chapeau noir et s'attaquent à l'establishment, d'autres choisissent d'aider les entreprises et deviennent des hackers à chapeau blanc. Dans l'ère que nous traversons, les compétences des hackers n'ont pas de prix. Lors des périodes de grands changements, ce sont les mutants qui sauvent le monde. Je suis très sérieux sur ce point. Lorsque de véritables changements structurels interviennent, les bénis oui-oui, ces jeunes gens bien sous tout rapport, qui ont toujours marché sagement en rang dans les sentiers battus, ce sont eux les premiers à paniquer, à tourner en rond sans être capables de réagir. En revanche, ce sont les mutants, ceux qui arrachaient les pattes des grenouilles, les explorateurs qui n'avaient pas peur de se salir, qui finissent par être en mesure de sauver le monde. Notre société actuelle est extrêmement volatile.
Nous sommes profondément dépendants de l'informatique et tous ces gens qui ont eu le courage de réfléchir par eux-mêmes constituent désormais une nouvelle élite. Les mutants de tous horizons se retrouvent annuellement pour discuter carte-mère, pare-feu et épisodes de South Park au cours du congrès DEF CON. Autrefois, le piratage était hors la loi. Désormais, c'est un choix de carrière. Lorsque DEF CON est né, dans les années 90, on en parlait à mots couverts dans le milieu underground des hackers. Mais aujourd'hui, c'est un congrès qui réunit les plus grandes entreprises. À Las Vegas, bien entendu. Dans cette foule de t-shirts bedonnants et de catogans, les dirigeants des startups cherchent à recruter les hackers dans le but d'améliorer leur sécurité en ligne. Même les jeunes pirates expulsés des écoles planifient leur carrière dans l'industrie informatique. John Canty et Jason Friel se remémorent la grande époque de Salem, dans le New Hampshire. Vous avez entre 17 et 19 ans. Vous êtes à l'école et les ennuis commencent. Je me suis fait coincer pour des trucs stupides, rien de très grave. Mais ensuite, dès que quelque chose ne tournait pas rond, c'était forcément de ma faute. Mon pote et moi, on a un peu malmené leur réseau. On essayait de forcer l'accès à nos comptes respectifs sans mot de passe. C'est un exercice intéressant. Dans mon ordinateur, ils ont trouvé des tonnes de petits logiciels destinés à contourner la sécurité de certains réseaux. C'est là qu'on m'a suspendu pendant 10 jours, en m'interdisant de venir après les cours sous peine de doubler la sanction. On m'a aussi interdit d'approcher un ordinateur pendant les 2 dernières années de ma scolarité. Voici ma tanière, mon frigo. Je vous sers une bière? Au-delà de ça, c'est le repère du site evilcomputing.net. Il y a quelques années, John et ses amis Jason et Greg ont lancé evilcomputing.net. Leurs talents de hackers n'ont pas été appréciés à l'école, mais à présent, ils vivent du piratage en aidant les sociétés locales à tester les failles de leur sécurité en ligne. Accros au piratage, ils veillent jusqu'au petit matin, sniffant les réseaux. Il y a plusieurs théories sur le besoin de pirater des hackers. Les plus intéressantes et souvent les plus humoristiques tournent autour d'interprétations freudiennes et de scénarios oedipiens. Il y a donc une notion de retour intra-utérin, de fusion avec le système. Il existe également des théories proches des psychopathies sexuelles, où les hackers cherchent à pénétrer les systèmes, ce qui expliquerait en partie la faible proportion de femmes pirates. Elles n'éprouveraient pas le besoin ardent de pénétrer les systèmes, comme le ressentent ces adolescents à peine post-pubères. Il y a un élément obsessionnel propre à l'informatique en général. Il faut être très précis, fournir de gros efforts, être exigeant, pédant, ce qui favorise l'émergence de comportements obsessionnels. Il y a une sérieuse brèche. Tu vas aimer celle-ci, Canty. Il y a aussi quelque chose de séduisant dans un écran d'ordinateur, comme pour un écran de télévision. Les gens surfent sur le web, ou passent 3 ou 4 heures à rechercher quelque chose sans importance. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, c'est comme s'ils avaient trouvé le Saint Graal. Si on analyse objectivement, ils n'ont rien fait d'autre que se mettre en transe pendant des heures pour un très maigre résultat.
Mais on en perd presque la notion du temps. Si ce phénomène peut se produire pour une chose aussi banale que la navigation sur Internet, lorsque vous essayez de pirater le Pentagone, vous risquez d'émerger 8 heures plus tard sans réaliser où vous étiez. On perd la notion du temps. On ne pense qu'à franchir l'étape pour passer à la suivante. On est absorbé et d'un coup, tiens, j'ai passé 6 heures derrière l'écran. On est bien plus concentré sur le résultat que sur ce qu'on fait. J'ai eu une correspondance émouvante avec un hacker qui disait que si on lui retirait son ordinateur, il se sentirait comme abandonné dans le désert, sans eau. Son corps avait besoin d'un contact physique avec les ordinateurs. Les hackers manifestent donc aussi des tendances obsessionnelles. Si je cherche à résoudre quelque chose que je ne comprends pas, j'emploie la manière forte. Je pilonne jusqu'à ce que j'y arrive. J'essaye tout jusqu'à ce que ça marche. Son pseudo est Tommy Pickles. Proche de la trentaine, il est obsédé par les ordinateurs depuis l'âge de 8 ans. Reconnu coupable de piratage informatique en 1996, il travaille désormais pour une grande société de médias. C'est tranquille. Comme chef de la sécurité. C'est agréable. Je ne suis fier de rien. J'ai eu des problèmes dans le passé. J'ai été arrêté et reconnu coupable d'un délit. Je la joue profil bas. Il y a différents types de hackers. Les white hats et les black hats. Les white hats sont des hackers qui poursuivent un but noble, comme la sauvegarde du monde, la sécurité des gens. La plupart des black hats ne veulent pas en entendre parler. Ce sont des voyous qui piratent des sites uniquement pour satisfaire leur ego et épingler leur nom. Je me situe entre les deux espèces. Parfois, j'aime jouer des tours, comme paralyser le site de quelqu'un d'autre. J'aime m'amuser avec le contenu, faire apparaître une boîte de dialogue qui dit « Vous avez été piraté ». Mais si j'aime la personne, il m'arrive de lui expliquer pourquoi je l'ai fait. Vous vous rendez compte que je ne peux pas mater de films porno au boulot? Si je n'aime pas la personne, elle n'a qu'à se débrouiller. On ne peut pas monter sur un vélo si on ne sait pas en faire. Aux États-Unis, être un accro de l'informatique est devenu chic. Tommy s'est constitué un solide groupe de hackers. Ils se font appeler Moloch, disposent de leur propre site, de t-shirts appropriés, affichent un comportement particulier et diffusent leur slogan du type « croustille même dans le lait ». Chaque vendredi soir, le groupe se retrouve dans Brooklyn autour d'une pizza et de quelques sodas. Salut, c'est Tommy. On a préféré prendre le van à cause de la pluie. On se sent plus en sécurité avec un groupe autour de soi. Le fait de savoir que d'autres partagent les mêmes idéaux que vous à un moment donné. Nous discutions du nom à donner à notre petit groupe. Personnellement, j'étais fasciné par le nom Medullum Blagada, qui a trait à la moelle épinière. Mais ils m'ont tous dit que personne ne saurait les plaies. Alors on a avancé quelques idées. On était en train de regarder un film, Metropolis, et dans ce film, le garde s'appelle Moloch. Bienvenue dans la nouvelle classe dirigeante.
Ils occupent des postes bien rémunérés dans la sécurité informatique. Mais les membres du collectif Moloch continuent à se conduire en adolescents et restent des marginaux vis-à-vis du monde de l'entreprise. On est des nuls. On aime le terme. On est des nuls avec du talent. C'est la meilleure manière de nous décrire. On est fiers d'être des nuls à présent. On a toujours été des marginaux. Et ce qui est génial, c'est que maintenant, on s'est trouvés. On appartient enfin à quelque chose. On a tous grandi en marge des groupes sociaux, en marge de l'école. On s'est beaucoup fait chambrer. Peu d'entre nous ont eu une vie amoureuse au lycée. Les profs ne nous aimaient pas non plus, parce que notre forme d'intelligence leur faisait peur. On exige des réponses qu'ils n'ont pas. Beaucoup d'adultes paniquent quand on leur demande « mais pourquoi ?» et qu'on ne se contente pas d'un vague « c'est comme ça ». Je passais toujours dans la classe supérieure, bien que j'ai rapidement commencé à faire le tri des cours, parce que certaines matières étaient trop disséquées. Soyons francs, on gagne tellement plus que tous ceux qui nous chambraient au lycée que c'est indécent. Ce sont tous des losers. Tu ne rêves pas de faire réparer ta voiture dans le garage où ils travaillent? Ils n'ont pas assimilé les bonnes compétences au lycée. Ils étaient trop préoccupés par les soirées et tout ça. Maintenant, ce sont des ratés qui bossent dans les stations-service. Ces jeunes gagnent sans doute plus que leurs tortionnaires du lycée. Mais cette nouvelle élite n'est respectée que depuis peu de temps. La classe des nuls manque d'assurance et chahute pour se faire entendre du grand capital. Ils refusent d'écouter une bande de cinglés, mais tout Internet est bâti sur des systèmes élaborés par des ignares mal informés et arrogants. Et il ne faudrait pas grand-chose pour que tout s'effondre en un clin d'œil. Et ça, c'est effrayant. Ils préfèrent blâmer les hackers dès qu'il y a le moindre problème. Un jeune hacker va déceler une brèche dans une société et envoyer un email à l'administrateur de réseau pour le prévenir et lui suggérer d'y remédier. Systématiquement, c'est presque un cliché, l'administrateur va lui renvoyer un email qui dit « On va t'avoir, petite crapule. Comment oses-tu tester notre réseau ?» C'est toujours cette culture d'entreprise, blessée dans son orgueil. Les hackers ont l'argent, mais il leur reste à développer leur influence dans le paysage politique. Pendant leur congrès de Las Vegas, ils exercent leur droit de port d'armes. Sur Internet, ils sont également nombreux à riposter, se servant de leur talent de pirates pour que le monde voie le cyberespace à leur manière. Il existe un univers moral parallèle. Le hacker underground a son propre code éthique. Et il dispose d'un pouvoir énorme pour se faire entendre des gouvernements et des grandes entreprises. Les hackers ne défilent pas dans la rue. Ils peuvent manifester depuis chez eux, taguer un site web grâce à des graffitis électroniques ou faire sauter un serveur. Depuis son QG de Manhattan, Ricardo Dominguez a coordonné de violentes attaques contre le serveur de la Maison-Blanche, sur des sites comme celui du Pentagone, la bourse de Francfort et le gouvernement mexicain. Il se sert d'Internet pour protester contre l'oppression militaire de la population autochtone dans la région du Chiapas, au Mexique. La révolution mexicaine. Se ralliant au mouvement zapatiste qui revendique une plus grande autonomie du Chiapas, son groupe, le Electronic Disturbance Theater, a mené un combat en ligne, ce qu'il appelle le zapatisme électronique. Nous avons voulu créer une grande manifestation capable de rassembler une grande communauté et nous asseoir selon les principes de Gandhi, Martin Luther King, ACT UP, afin de créer une émeute symbolique reposant sur le poids de cette communauté. Que vale, que viva Chiapas, que viva México, que viva Zapata. Parfois, la communauté humaine doit savoir se rendre sur l'autoroute de l'information pour un bref instant, comme dans toute résistance passive, et dire « assez, ça suffit ». Ya basta. Mais comment organise-t-on un sit-in sur le web? Dominguez s'est tourné vers Carmine Karadzic. Cette ancienne hacker et programmeur
a collaboré à l'écriture de Floodnet, le logiciel qui est devenu l'arme principale du Electronic Disturbance Theater. Floodnet a automatisé le procédé de téléchargement. Depuis leur PC, les gens ont la possibilité de télécharger un site web automatiquement, toutes les 7 secondes. Lorsque, travaillant en groupe, un nombre suffisant d'utilisateurs est connecté, le site visé est rapidement submergé. Floodnet est une application Java qui recharge le bouton de rafraîchissement en continu, en fonction du nombre de personnes qui participent à l'action. L'application agit comme une roue qui, à chaque passage, appuie sur une touche et demande « Je veux des renseignements ». Le site répond « Oui, les voici ». « Bonjour, je veux des renseignements ». « Oui, les voici ». « Bonjour, je veux des renseignements ». « Bonjour, je veux des renseignements ». « Bonjour, je veux des renseignements ». « Je veux des renseignements ». « Je veux des renseignements ». « Je veux des renseignements ». La fréquence accélère et le serveur finit par dire « Je ne peux plus fournir ». Une déclaration politique dans le cyberespace se doit, selon moi, d'être collective. Elle ne doit pas refléter une opinion personnelle, mais celle de milliers de personnes. En 1998, afin de protester contre les événements du Chiapas, Dominguez a organisé un gigantesque sit-in en ligne à travers Floodnet, prenant pour cible le site web du président mexicain. Notre action a duré 4 heures et rassemblé 38 000 personnes à travers le monde. Beaucoup d'entre elles ont reçu le message provenant du site du président Zedillo. En raison d'un trop grand nombre de demandes, nous vous invitons à réessayer plus tard. En parvenant à squatter le cyberespace grâce à Floodnet, le Electronic Disturbance Theater a mené la contestation sur un nouveau terrain, celui de la résistance passive en ligne. Un mélange de hacking et d'activisme que l'on qualifie désormais de hacktivisme. Le cyberespace confère un pouvoir individuel à ceux qui daignent s'imprégner de sa technologie. C'est à la portée de tous, il suffit de le vouloir. Je suis convaincu que ce nivellement des privilèges donne la chair de poule au gouvernement. Car nous donnons aux individus les outils nécessaires pour agir. Et surtout, nous sommes en mesure de mobiliser les gens à une échelle mondiale en temps réel. 1998 a marqué l'émergence de la guerre cybernétique. L'Electronic Disturbance Theater a lancé une attaque de 24 heures sur le Pentagone, dans le but d'étendre la contestation contre le gouvernement mexicain. À la surprise générale, le Pentagone a pris l'affaire très au sérieux et décidé de riposter en lançant un programme hostile envers chacun de ses agresseurs, afin de bloquer Floodnet. Cette offensive constitue le premier acte de guerre ouverte de l'information dont le public a eu connaissance. Ce faisant, le Pentagone a outrepassé une loi appelée Pos Comitatus, selon laquelle le gouvernement ne peut diriger la marine, l'armée, ni aucun service de renseignement contre le peuple américain. À New York, l'attaque était bien dirigée contre des serveurs civils. Les moyens de la riposte étaient totalement démesurés. Ils ont eu peur. Peur de perdre le contrôle. D'autres groupes ont adopté les méthodes du Electronic Disturbance Theater. Lors de la bataille de Seattle, en 1999, les opposants à la conférence sur l'Organisation mondiale du commerce ont coordonné les manifestations de la rue via Internet, mais aussi attaqué le serveur web de l'OMC. À New York, William Talen, connu des internautes sous le pseudo Révérend Billy, mène la guerre en ligne contre les ambitions impérialistes de Disney et la société des cafés Starbucks. Lorsqu'il n'est pas en train de perturber le site Starbucks, William Talen encourage les hackers à organiser un sit-in en ligne. Cependant, il n'est pas parvenu à rassembler assez de soutien pour être efficace, sans doute parce que le café est la boisson de prédilection des hackers. En 1999, l'explosion du commerce électronique sur le web attise la colère des adeptes de la guerre cybernétique et des manifestations virtuelles. Les sit-ins en ligne et les attaques de sites deviennent monnaie courante.
Depuis Washington, Anita Ramasastry a examiné les nouveaux moyens que les hackers ont mis en œuvre pour contrer ce qu'ils considèrent comme un détournement commercial de leur web. La lutte pour la conquête du cyberespace est engagée et les hackers y participent. Il faut se souvenir qu'à l'origine, Internet était un espace largement ouvert et sans réglementation. Il y avait un côté anarchique, mais la liberté stimulait l'innovation. L'idée maîtresse était celle d'un espace universel, accessible à tous. À présent, non seulement les entreprises sont de plus en plus présentes sur le web, mais elles plagient et brevettent tout ce qui s'y trouve, des publications à la technologie, jusqu'aux programmes que l'on utilise pour accéder à l'information. Aujourd'hui, on assiste donc à un retour de manivelle. Les gens se battent pour l'esprit d'Internet. Internet doit-il être la propriété des entreprises commerciales où il faut payer pour accéder à l'autoroute de l'information, ou au contraire, un espace libre auquel tout le monde peut avoir accès gratuitement? Selon moi, les hackers sont partisans de la liberté. Les hackers ont dénaturé des sites commerciaux comme ceux des fourrures Kriegsmann et de la compagnie aérienne ValueJet. Le message de Noël du pape a également été la cible d'attaque. Du coup, le Vatican a engagé un hacker afin de se prémunir contre de futures failles dans le système de sécurité. Même Dieu embauche des hackers. L'activisme sévit essentiellement à l'encontre des sociétés qui violent ou ignorent certains des usages d'Internet. La netiquette, comme disent certains. L'Electronic Disturbance Theatre a pris part au débat Internet et liberté au cours d'un conflit devenu célèbre. Le site etoys.com, avec un S, a violemment attaqué etoy.com, un site web suédois sur l'art qui existait depuis 1994. Mais 1999 était l'année du commerce électronique, et ce géant commercial s'est dressé pour dire que etoy.com, sans S, semait le trouble parce que les gens omettaient accidentellement de mettre un S, ce qui constituait un manque à gagner de plusieurs millions de dollars. Les tribunaux américains ont donc fait fermer le site suédois. Mais ce que etoys.com ignorait, c'est qu'un mouvement de résistance passive était déjà en marche. Et à Noël, nous avons lancé 12 jours d'action contre etoys.com, au cours desquels nous devions faire un sit-in virtuel jusqu'à ce que l'action d'etoys.com soit réduite à néant. Ainsi, au 15 janvier, etoys.com avait fléchi. Rendu au site d'Harry Toy son nom, sa légitimité, l'avait dédommagé pour les frais de justice en promettant de ne plus jamais inquiéter un groupement d'art sur le web. En Grande-Bretagne, l'activisme a infiltré les partis politiques par des rumeurs persistantes au sujet de hackers divulguant des documents sensibles du gouvernement et dénaturant les sites web du Parti travailliste et du Parti conservateur. Chez les travaillistes, la photo de Tony Blair a été remplacée par celle de sa marionnette, sous-entendant que l'ensemble du parti n'était qu'une bande de guignols. Et côté conservateur, une croix gammée a été placée derrière la tête de John Major. Cyberjunkie a été en première ligne de l'affaire et interrogé par la police au sujet du piratage des ordinateurs du Parti travailliste. Bien sûr, il a été relâché, faute de preuves. En tant que hackers, nous avons un besoin viscéral de contrôle. Nous aimons contrôler Internet et les ordinateurs. L'activisme ou le piratage politique n'en est que le prolongement, une manière de commencer à contrôler le monde environnant. Selon moi, la meilleure forme d'activisme serait une attaque subtile destinée à pénétrer le site et à modifier l'information qu'il contient. Par exemple, un manifeste sur un site politique. Il ne faut pas que ça saute aux yeux. Il faut juste modifier le contenu. Ensuite, on laisse l'information se répandre. Et il y a fort à parier qu'elle mettra longtemps avant d'être découverte. Mais il existe des cyniques dans le cyberespace. Tous les hackers ne croient pas à l'activisme. Pour Phobos, le piratage est un délit et l'activisme n'est qu'un moyen de justifier ce délit. Ils ont découvert ce que moi et bien d'autres avons découvert. En l'occurrence, qu'il est grisant de pénétrer les ordinateurs d'autres personnes.
Seulement, ils ne sont pas assez intelligents, ou n'ont pas encore assez perdu de crédibilité pour admettre que c'est ce qui les pousse à agir. Alors ils essayent de se convaincre, en se disant qu'ils piratent des ordinateurs parce qu'ils n'aiment pas les pédophiles. Alors ils vont pourchasser les pédophiles. Ou encore, qu'en forçant l'accès des ordinateurs, ils attirent l'attention sur leur vulnérabilité dans le but de faire progresser les systèmes de sécurité. C'est absurde. Ça revient à faire exactement ce que je faisais et ce que font un tas d'autres personnes, à savoir qu'ils forcent l'accès des ordinateurs parce que ça les amuse, que c'est grisant et que ça leur donne un sentiment de puissance, rien d'autre. Le but est d'obtenir ce qu'on recherche, de faire ce qu'on veut et de disparaître à nouveau sans se faire prendre. Certains le font pour un salaire hebdomadaire, d'autres pour une cause. Mais ce qui motive toutes les formes de piratage, c'est le frisson électronique. Celui que les premiers étudiants en informatique ont ressenti en forçant l'accès des unités centrales. Celui des accès non autorisés, de l'exploration des données secrètes et celui de se mesurer au système. Pour Coldfire, un hacker Black Hat qui s'est fait prendre, le piratage ne fait qu'assouvir un plaisir personnel. Je n'ai pas d'excuses. Je ne servais aucune cause. Je le faisais par pur plaisir, parce que ça me donnait une bouffée d'adrénaline et que j'aimais ça. C'est abuser la confiance de gens qui n'imaginent pas que l'on puisse forcer l'accès de leurs ordinateurs. Les hackers sont des individus asociaux qui envahissent l'espace individuel et professionnel des autres. On ne peut pas cautionner ça. Ce n'est pas bien de pirater. On le fait pour le fun, mais ce n'est pas bien. Vous pouvez maintenant éteindre vos ordinateurs en toute sécurité.